Bonjour les amis, nous allons clôturer les chapitres sur la vie active en disant un mot sur la notion de l'apprentissage. Souvenez-vous, nous avons parlé de l'habitude qui est la facilité acquise grâce à la répétition à poser des actes. Lorsque au début nous disons que c'est difficile, nous essayons une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, nous répétons régulièrement, à la fin, ça devient simple pour nous, eh bien, nous avons appris. L'apprentissage, c'est un résultat qu'on peut obtenir en répétant plusieurs fois la même chose. On arrive à le faire avec aisance. Et si c'est dans un but adaptatif, eh bien, on a appris. L'apprentissage, c'est la modification systématique de notre comportement suite à des répétitions, tout cela dans un cadre adaptatif. Souvenez-vous des réflexes conditionnels de Pavlov dont nous avons parlé. Avec les réflexes conditionnels, on peut aussi apprendre quelque chose. À l'animal et même à l'enfant. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous êtes un fermier et que quand vous allez ouvrir les tables, les vaches vous suivent. Vous voulez amener les vaches à apprendre à boire quand il faut. Alors vous avez un dispositif. Vous faites en sorte que la vache s'approche du dispositif. Et dès que la vache piétine le dispositif, l'eau coule. Et là, vous récompensez la vache. Vous répétez cet exercice-là beaucoup de fois. Plusieurs jours, la vache va comprendre que quand je vais appuyer là, l'eau va être à ma disposition. Et à la fin, si vous avez fait ça beaucoup de fois, eh bien, il arrive un moment où l'animal arrive à se nourrir lui-même. L'animal a appris. L'animal a appris comment? Eh bien, parce que vous l'avez aidé à répéter le même geste, vous avez récompensé, tout ça dans un but adaptatif, et voilà, l'animal arrive à le faire. Donc, l'apprentissage, c'est une modification systématique de notre comportement après beaucoup de répétitions, et cela dans un but d'adaptation. Quand on regarde comment les gens apprennent, nous avons deux types d'apprentissage. Nous avons l'apprentissage par essai-erreur. Vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez apprendre à ouvrir une porte, apprendre à ouvrir un dispositif, apprendre à je ne sais pas faire quoi. Eh bien, vous essayez, vous vous trompez, vous recommencez, vous essayez. Mais pendant que vous essayez là, vous allez voir que petit à petit, les essais infructueux, vous allez les abandonner et vous allez retenir de plus en plus ce qui semble s'approcher de la solution. Et à la fin, vous trouvez et vous dites, ah, je sais maintenant comment on le fait. Donc, vous pouvez apprendre par essai-erreur. Le deuxième type d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle apprentissage par insight. L'apprentissage par insight, c'est que vous êtes devant un problème, vous ne savez pas le résoudre, et même vous avez essayé, vous n'y arrivez pas. Et puis un moment, vous avez même peut-être quitté la tâche. Comme une lampe qui s'allume dans la tête, vous reconsidérez les différents éléments de la solution et vous avez la solution. Ah, j'ai trouvé. Ça, c'est par insight. Mais maintenant, quand vous voulez apprendre quelque chose, ou apprendre à l'animal ou à l'enfant, ou même à vous-même, il y a des conditions pour apprendre. La première condition, c'est les facultés intellectuelles. Vous savez, quand nous venons au monde, on n'est pas tous pourvus au même degré. Vous avez des gens qui viennent avec un quotient intellectuel élevé et d'autres qui sont un peu moins nantis. Celui qui aurait un quotient intellectuel élevé, eh bien, il aura plus de facilité à apprendre que celui qui est moins nanti. Un autre élément, c'est quoi? C'est la motivation. Vous voulez apprendre quelque chose? Vous êtes motivé et vous y allez à fond. Mais si vous n'avez pas la motivation, eh bien, l'apprentissage sera difficile. Donc, deuxième facteur, la motivation. Troisième facteur, c'est la stabilité affective. Vous voulez apprendre quelque chose, mais vous avez des soucis, vous êtes triste, vous avez des problèmes, il n'y a rien qui va. Dans ces conditions-là, ça va être difficile d'apprendre. Donc, il faut une certaine stabilité affective.
Un autre facteur, c'est quoi? C'est le contexte même dans lequel on se trouve. En Europe, par exemple, on a constaté qu'il y a des villes ou des cités qui sont un peu à l'abandon, parce que dans le temps, il y avait des entreprises qui ont fermé. Alors, il y a beaucoup de chômage dans ces quartiers-là. Eh bien, lorsqu'on fait des statistiques en Europe pour voir quels sont les enfants qui arrivent à l'université, eh bien, c'est des enfants des intellectuels, c'est des enfants de milieux aisés. Mais ceux qui sont dans un certain contexte, soit de la cité, soit de la famille, etc., eh bien, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour ne pas devenir des délinquants. Donc le contexte a aussi un rôle à jouer. Un autre facteur, c'est l'enseignement. Vous avez la chance que quelqu'un vous donne des cours, vous enseigne. Eh bien, s'il a la compétence, s'il a la pédagogie, eh bien, vous allez mieux apprendre. Dans la littérature, vous allez entendre parler des lois des apprentissages. Donc, les apprentissages répondent à un certain nombre de lois. Vous me permettez de vous les lire. La loi de l'exercice au travers de la répétition montre que toute activité produite dans une situation donnée aura tendance à se reproduire dans une autre situation identique. Nous appelons ça loi de l'exercice au travers de la répétition. Imaginez par exemple que vous posez un problème, même à l'école, vous posez un problème, et l'enfant arrive à le résoudre. Vous ne pouvez pas forcément tirer la conclusion qu'il a compris. Vous tirerez la conclusion qu'il a appris lorsque il va reproduire la même chose. Il va retrouver la solution avec un autre problème semblable. C'est pour ça que quand nous enseignons aux enfants, nous donnons des exercices, d'accord, on montre la démonstration, et puis on donne d'autres exercices qui sont similaires à ceux que nous venons d'expliquer à l'enfant. Si l'enfant extrapole, il arrive à les résoudre, là on va dire qu'il a appris. Et l'auteur qui en a parlé s'appelle Tordink. La deuxième loi, c'est la loi du renforcement. La loi du renforcement signifie qu'il y a un événement qui semble lié à ce que l'enfant est en train de faire ou l'individu est en train de faire. Cet événement peut être positif ou négatif. Il va influer positivement s'il est un événement heureux, et cet événement peut influer négativement si c'est un événement qui n'est pas heureux. Nous avons la loi de l'antériorité immédiate ou la loi de la récence. Cela veut dire, même en absence d'un renforcement positif, c'est la dernière réponse qui est la plus proche qui se trouvera confirmée. Nous avons la loi de l'effet par la motivation. La loi de l'effet par la motivation. C'est de nouveau Tordink qui en a parlé. Il dit, tout comportement qui a un effet favorable ou qui entraîne la satisfaction de la motivation, eh bien, ce comportement va se trouver renforcé par cet effet favorable. La loi de l'effet par la modification de Tordink signifie tout comportement qui a un effet favorable ou qui entraîne la satisfaction de la motivation va se retrouver renforcé par cet effet favorable et ou cette satisfaction, indépendamment de tout renforcement ajouté de l'extérieur. Nous avons ce qu'on appelle la loi de la sélection au travers de la fréquence. C'est Watson qui en a parlé. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un être apprend une tâche plus ou moins complexe, il va faire beaucoup d'essais. Dans ces essais-là, il y aura des erreurs, il y a des essais qui tendent vers la résolution. Eh bien, il retiendra les effets qui vont vers la résolution du problème. On appelle ça la loi de la sélection, comme s'il éliminait les tentatives infructueuses et il retient les tentatives qui mènent au résultat. Il y a la loi de structuration hypothétique. La loi de structuration hypothétique des données de Tolman, l'auteur c'est Tolman. Il dit, l'homme et l'animal seraient capables d'émettre des hypothèses préalables sur les effets de leur activité. L'apprentissage serait dû à une amélioration continue de la structuration globale des données du problème. Nous avons la loi de compréhension intuitive. Elle vient de l'école phénoménologique, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'essais, le processus d'acquisition peut s'accélérer comme s'il y avait brusquement compréhension intuitive de la tâche à accomplir. C'est ce qu'on appelle insight. Donc pour la loi de compréhension intuitive de l'école phénoménologique veut dire que
vous êtes en train d'apprendre, d'essayer d'y arriver, etc., il peut arriver un moment où la solution vous arrive comme ça, parce que vous avez reconsidéré le contexte. C'est ça qu'on appelle l'insight. Un mot sur les théories d'apprentissage. Parmi les théories d'apprentissage, nous avons le behaviorisme, nous avons le cognitivisme, nous avons le constructivisme et nous avons la socio-constructivisme, des notions dont nous avons déjà parlé. En clair, ces théories étudient les facteurs susceptibles de favoriser la transmission et l'acquisition des savoirs dans le processus enseignement-apprentissage. Ces courants que nous venons d'énumérer vont s'atteler à étudier les facteurs qui vont favoriser l'apprentissage. Vouloir apprendre, c'est un objectif, mais pour y arriver, il faut des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les stratégies d'apprentissage? Nous avons les stratégies cognitives qui agissent sur les données du problème, qui agissent sur les traitements de l'information. Nous avons la stratégie de gestion des ressources qui permettent à l'étudiant d'adapter son environnement ou de s'adapter à lui, de manière à être dans les meilleures conditions pour traiter l'information. Donc, les stratégies de gestion des ressources consistent pour l'étudiant à adapter son environnement à lui ou lui s'adapter à l'environnement pour avoir la possibilité de mieux traiter l'information. Nous avons les stratégies métacognitives. Les stratégies métacognitives signifient que l'individu prend distance par rapport à ce qu'il est en train d'étudier pour mieux analyser et appréhender et arriver au résultat, par lequel l'étudiant prend du recul par rapport à ses apprentissages et les analyse pour les adapter. Qu'est-ce qu'on appelle mécanisme de transfert en matière d'apprentissage? On appelle mécanisme de transfert le fait que vous n'avez vraiment appris que lorsque le progrès que vous faites dans un domaine est transposable dans un autre domaine qui est similaire. À ce moment-là, vous avez appris. Vous ne pouvez pas dire « je sais résoudre un exercice que le prof a montré à l'école ». On vous montre un autre exercice du même type, de la même difficulté, et vous ne savez pas les résoudre. Là, il y a un problème.